Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Truth TV et sur les ondes de Watt FM. Vous l'aurez compris, nous sommes en direct et en simultané sur les deux médias et également sur notre page Facebook. Si vous avez raté une actualité majeure durant l'année 2020, prenez place. Nous allons vous proposer un regard rétrospectif ce soir avec des invités et également avec des analyses. Et ce soir, pour ce temps d'antenne, je ne suis pas seul, je suis avec Simon Wissou. Simon, bonsoir. Bonsoir Adam Scalet du Drago, bonsoir à nos chers téléspectateurs, bonsoir aux auditeurs qui nous écoutent également sur les ondes de Watt FM. Alors, pour commencer tout de suite avec la première partie de cette émission qui est la politique, on suit ce reportage. L'année politique 2020 a été essentiellement consacrée à la chose électorale. Ainsi, le MPP a tenu son congrès ordinaire le 7 mars 2020 qui a vu la prise en main officielle du parti par Simon Compaoré, lui qui assurait l'intérim après le décès du docteur Salifou Diallo en août 2017. Mais la maladie à coronavirus a quelque peu bousculé les activités des différents partis politiques. L'enrôlement biométrique a également connu des perturbations dues à la maladie à coronavirus et a repris dans le mois de mai. Le CDP a tenu sa rencontre de désignation de son candidat le 10 mai, mais il faudra attendre le dernier semestre de l'année pour voir les différentes investitures des candidats à la présidentielle. Roch-Marc Christian Kaboré a été investi par son parti le 11 juillet. Edi Komboego, le tout nouveau chef de file de l'opposition, lui a été investi le 26 juillet 2020 et Zéphirin Diabré le 25 juillet, soit un jour avant l'investiture d'Edi Komboego. C'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale, sous le leadership de Bala Alassane Sakandé, publie un rapport demandant le découplage de la présidentielle des législatives et le report des législatives pour novembre 2021. Son offre a été vivement rejetée par l'opposition et par la majorité. Mais novembre sera aussi le mois qui a connu une intense activité politique en cette année 2020 à travers les 3 semaines de la campagne présidentielle et législative, la tenue effective des élections le 22 novembre, la proclamation des résultats provisoires par la CENI le 26 novembre, consacrant Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, au premier tour avec 57,94% des voix, devançant ainsi Edi Komboego 15,57% et Zéphirin Diabré 12,46% des voix pour ne retenir que le trio de tête. Le 18 décembre, le Conseil constitutionnel confirme la victoire de Roch Kaboré en annulant 200 bureaux de vote tout en ramenant le score du président élu à 57,74% pour 50,22% comme taux de participation. Le 27 décembre, le président est réélu, prête à nouveau serment pour son deuxième mandat de 5 ans. Et l'après-midi même du 27 décembre, l'Assemblée nationale valide le mandat des 127 députés, parmi lesquels 14 ministres, et le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, est lui aussi reconduit pour un bail de 5 ans. Et pendant que nous bouclons ce présent papier, le Premier ministre, lui, n'a pas encore démissionné pour ouvrir la voie à la nomination d'un nouveau gouvernement pour consacrer le début effectif des travaux de l'exécutif gouvernemental. Vous venez de suivre cet élément de Mamidriana Kamambou et Bernard Bougma. Bernard Bougma qui est sur ce plateau avec nous, une année vraiment marquée par l'actualité politique au Burkina Faso. Bernard Bougma, bonsoir. Bonsoir Simon, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à travers la radio et la télévision. Bonsoir également Adams. Nous avons également Massoud Traoré qui est un analyste politique. Massoud Traoré, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bernard Bougma, cette année 2020 a été vraiment une année marquée par la politique au Burkina Faso. Oui, une année politique mais beaucoup plus électorale. Donc ce n'est pas les années où il y a beaucoup de création de partis politiques, de mouvements politiques suffisamment enlevés, mais c'est une année marquée beaucoup plus par l'actualité électorale. Donc révision des listes électorales, congrès d'investiture des candidats, campagne présidentielle et législative, élections, donc changement également au niveau des chefs de file de l'opposition. Donc tout est lié à la question électorale. Même les batailles dans les partis politiques sont liées à la question électorale. Bataille autour de la candidature d'Edi Komboego au niveau du CDP, contestée par certains. Au niveau de l'UPC, bataille également par rapport au positionnement sur les listes électorales, avec ce qu'on a vu comme défection de certains, parce qu'on ne peut pas tout ressortir dans l'élément effectivement qui est passé. Mais même toutes ces batailles de positionnement sont dues
à la question électorale. Ce n'est pas dans les premiers moments des 5 ans passés où les batailles, c'est parce que certains n'ont pas pu être casés pour un poste ministériel, où certains dans des partis d'opposition voulaient aller dans la majorité contre l'avis de certains, il y a eu des combats. Cette année, tout est lié à la question électorale. Donc, même au sein de la majorité, les bagarres également qu'on a eues et les repositionnements de certains, c'est lié au positionnement sur les listes électorales. Massoud Traoré, vous avez la même analyse? Oui, il faut dire que cette année, ça a été une année vraiment qui a été marquée par beaucoup de secousses au niveau de la scène politique nationale. Nous avons vu que ce soit au niveau de l'opposition ou au niveau du parti au pouvoir. Et il y a eu vraiment cette bagarre que Bernard a eu à souligner de positionnement au niveau des listes législatives. Bon, pour la présidentielle, il n'y avait pas assez d'incidence au niveau du CDP, dans la mesure où Edi et Lamine Kouana, je pense, la justice a eu à trancher en faveur de Edi Kombiogo. Au niveau du l'UPC aussi, il n'y avait pas de problème. Le candidat naturel, c'était Jeffiren Diabré. Voilà, donc vraiment cette année a été vraiment une année de toutes les questions liées à cette campagne électorale. Alors, année de toutes les questions, c'était également l'année de tous les défis. Nous avons eu une élection couplée, présidentielle, législative. On a vu tout ce qu'il y a eu comme débat autour justement de ce double scrutin-là. D'aucuns estimaient qu'il fallait attendre parce que la question sécuritaire ne permettait pas à tous les Burkinabés de s'exprimer. Finalement, quand on regarde ce débat-là et l'issue des élections, qu'est-ce qu'on peut tirer justement comme analyse? Bon, d'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais rendre un vibrant hommage au FDS et aux volontaires pour la défense de la patrie qui ont fait un travail très remarquable au niveau national. Bon, grâce à eux, les élections ont pu se tenir à bonne date. Bon, maintenant, au niveau de l'Assemblée, eux aussi, ils avaient fait leur travail. Et ils ont même soumis ça au président du FASO. Maintenant, les divergences qu'ils ont eues avec leurs partis politiques, ça a été réglé. Bon, les partis politiques ont jugé qu'il fallait coûte que coûte aller aux élections, chose qui a été faite. Donc, vraiment, c'est dans ce sens que je pense que en toute circonstance, il faut vraiment féliciter ces forces de défense et de sécurité. Begma Bouma, une réaction par rapport justement à ces élections-là, on l'a dit, dans la forme, ça s'est tenu, mais dans le fond, on a vu tout ce que ça a suscité en termes de contestation aux premières heures de l'après-élection. Déjà, quelle analyse vous faites à ce niveau-là? On a pu tenir l'échéance, mais est-ce qu'on n'a pas un peu précipité les choses? D'aucuns estiment que ce qu'on a eu comme imperfection est dû justement au fait que l'impréparation était au rendez-vous. Oui, il y a plusieurs problèmes liés à ce processus électoral. Le premier problème est lié au contexte sécuritaire où la classe politique dans son ensemble était obligée de se retrouver pour s'accorder sur une révision à minima du code électoral pour se conformer, pour ne pas qu'effectivement il y ait un problème de crédibilité et de qualité du scrutin. Deuxième problème, c'était parce que ça c'était en lien de ne pas pouvoir organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national. À côté, vous avez certains d'ailleurs qui disent qu'il fallait reporter la chose électorale, travailler à ce qu'il y ait un consensus pour allonger un temps soit peu le mandat du président, avec maintenant une ouverture à d'autres forces, aux autres partis politiques, pour pouvoir de façon consensuelle travailler à la réconciliation nationale, travailler à la sécurisation, à la stabilité du Burkina avant de passer à la chose électorale. Ça a été vite étouffé dans l'œuf. L'autre, pour d'autres, après d'abord le travail de l'Assemblée nationale, qui était aussi de l'avis de certains Burkinabés, il fallait découpler la présidentielle des législatives, tenir les législatives en novembre 2021,
et tenir la présidentielle, parce que là, il y a un délai constitutionnel qui est tenu, et la circonscription électorale, c'est le territoire burkinabé, alors que les autres, ce sont des circonscriptions provinciales, et pour eux, il fallait pouvoir le faire pour que les VDP qui sont également en action sur le terrain, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, puissent faire effectivement un bon travail de ratissage et de sécurisation. Sauf que là, on n'est pas sûr qu'en novembre 2021, on aura toutes les garanties que ça va marcher. Donc ça aussi, ça n'a pas été effectivement tenu. L'autre condition difficile, c'était la méfiance vis-à-vis du fichier électoral, des soupçons de fraude ou de malversation ou de comment on appelle ça, de fraude électorale, qui ont été plusieurs fois des soupçons qui ont été émis par le chef de file de l'opposition lui-même, qui a dit que le parti au pouvoir a fait venir des machines parallèles pour des confections de listes parallèles. Ensuite, qui menace que s'il ne s'est pas audité par des organisations indépendantes, il n'y aura pas aux élections. Et à la fin, c'est aussi une CENI qui a eu de la difficulté, même dans la proclamation, dans le dépouillement et la proclamation des résultats provisoires. À un moment donné, le commissaire de l'opposition qui partait prendre des consignes ont claqué momentanément la porte avant de revenir sur la table. Donc, c'est une année électorale avec une élection qu'on pourrait qualifier par de très imparfaite, mais qui a eu quand même des limites. Là, cette année, l'élection a eu des limites. Il y a beaucoup de choses, de petits manquements dont on aurait pu quand même faire l'économie, parce que la machine électorale du Burkina Faso est quand même bien, de mon point de vue, après toutes ces expériences et après surtout l'expérience de 2015. Alors, Bernard Bougma, cela m'amène à vous poser la question. On se rappelle, une mission de l'Assemblée nationale avait effectué, une mission dans 5 régions du Burkina Faso pour constater l'état d'évolution des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on se dit qu'il fallait accepter ces résultats de l'Assemblée nationale? Alors, je pense qu'avec le recul, s'il faut être honnête, il y en a qui penseraient comme ça, ainsi. Parce que si on était sûr que ce que le rapport a dit n'est pas pertinent et qu'il n'y a pas de problème sécuritaire, pourquoi on fait la révision à minima? Parce que la révision à minima, c'était qu'au cas où l'élection n'a pas pu se tenir sur toute l'étendue du territoire national, qu'on accepte que là où les élections se sont tenues, que c'est valable. Autrement dit, si on n'a pas pu avoir les élections un peu partout, là seulement où il y a eu les élections, même si c'était à Ouagadougou seulement, qu'on souffre d'accepter que ça l'a été. Donc effectivement, le rapport a soulevé quelque chose de pertinent. Donc là, il faut reconnaître qu'on... Voilà. Mais moi, personnellement, je fais partie, et ça c'est mon avis, de ceux qui pensent qu'il faut découpler la présidentielle des législatives. Et je m'explique. Parce que notre constitution renferme en elle-même des aspects chrysogènes. Chrysogènes dans la mesure où c'est le président, le PM doit être validé par les députés et il peut avoir un blocage à l'issue de plusieurs invalidations s'il ne passe pas, et le président a à ce moment-là les prérogatives également pour dissoudre l'Assemblée et réorganiser les élections. 1, c'est coûteux, et 2, ça peut lui permettre maintenant de reprendre la machine pour avoir une majorité confortable. Et si quelqu'un veut gripper la machine et qu'il est très fort politiquement, il suffit de mélanger les choses, on bloque l'Assemblée nationale, et puis on entre également dans une crise politique alors qu'on n'en a pas besoin. Donc on a une constitution qui est chrysogène, qui renferme des éléments chrysogènes. Deuxième difficulté par rapport à cela, le mandat du chef de l'État et le mandat du président de l'Assemblée nationale prennent fin, comment on appelle ça, les deux mandats prennent fin en même temps. Alors que quand le président du Faso est dans l'impossibilité effectivement d'assurer, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et dans un cas ou dans l'autre, à un moment donné, si la situation se présente, il n'est pas là, parce que son mandat est terminé. Le président de l'Assemblée nationale également a fin des mandats. S'il y a à rallonger comme on fait pour respecter les dispositions constitutionnelles qui n'ont pas prévu effectivement ce genre de situation. Donc personnellement, je suis pour ceux qui pensent qu'il faut découpler les deux pour que l'élection présidentielle se tienne séparément de l'élection législative. Mais ça, c'est mon avis que certains ne partagent pas. Mais bon, moi, je pense que d'un point de vue, il faut les dépêcher. Une question à M. Traoré. C'est vrai que quand on parle d'élection en Afrique, très souvent, ça rime avec crise sociale, avec ce qu'on connaît en termes de crise post-électorale, notamment dans certains contextes. Quand on regarde dans le contexte burkinabé et ce qu'on a pu réaliser pour ces élections-là, est-ce qu'on peut dire que finalement, le Burkina Faso vient d'engager un bon point dans le renforcement de sa démocratie? Oui, on peut le dire ainsi, parce que quand vous regardez ce qui s'est passé, les élections ont été tenues
et la majorité des candidats ont accepté les résultats qui ont été proclamés d'abord par la CENI. Même s'il y a eu un peu de contestation. Bon, cela n'a pas empêché en fait aux autres quand même de reconnaître la crédibilité de ces résultats. Bon, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que à notre niveau, au niveau national, et ces élections-là, ces élections ont pu se tenir dans un contexte d'insécurité. Voilà. Mais cela, comme je l'ai dit tantôt, il faut vraiment que les gens sachent qu'au Burkina Faso, la démocratie est en marche. La démocratie est en marche parce que le fait qu'on a pu tenir ces élections et à bonne date, nous pouvons penser que la démocratie vit au Burkina Faso. D'accord. Voilà. On va aborder à présent les différentes crises intervenues au sein des partis politiques au Burkina Faso en 2020, notamment l'UPC, le CDP. Est-ce qu'au regard des résultats observés cette année à l'issue des élections, est-ce qu'on peut dire que les crises qui sont intervenues en début d'année au sein de ces partis-là ont favorisé ou ont défavorisé un tant soit peu ces différents partis politiques-là? Naturellement, quand vous regardez les démissions que tout le monde a vécu au niveau des différentes politiques, notamment l'UPC et le CDP, ça a beaucoup fragilisé ces deux partis au profit d'ailleurs du parti au pouvoir. Voilà. Donc, mais cela aussi dépend aussi du leadership des premiers responsables de ces différents partis politiques. Voilà. Ils devraient quand même confirmer leur leadership. Bon, il y a eu des bistilles entre eux, mais pour moi, ils pouvaient quand même en tirer cette guerre interne-là afin d'aller aux élections. Et cela a joué beaucoup sur les résultats. Voilà. Madame Bougma, est-ce que, au regard des résultats obtenus à l'issue des élections, on peut dire que les crises internes au sein des partis politiques ont joué sur les résultats? Oui, les crises ont joué sur les résultats. Le parti qui a été à l'abri, c'est le NTD. Sinon, tous les autres partis ont été fouettés. Je vous dis que s'il n'y avait pas eu la crise interne au MPP, avait pour conséquence la naissance du RPI, le MPP se taillait la majorité absolue à l'Assemblée. Je prends un exemple. Le MPP a 60 députés, si je ne me trompe pas. 65 députés. Alors, 65 députés. Le RPI a pris 3. Parmi les 3 députés RPI, il y a un qui était déjà député MPP, Raphaël Kouama, de Kourouego. Lors de la 7e législature? Oui, lors de la 7e législature, il est rentré. Si on ajoute, on est à 66. Ensuite, il y a celui qui a pris dans l'Obritenga, qui était au MPP. Ça fait 2. 67. Voilà. Je crois qu'également sur la liste nationale, parce que le RPI a 3 sièges. Ils sont tous issus des rangs du MPP. Ça fait combien? On est à 68. À Kaya, dans le Sanematenga, Bachir Ismaël Ouedraogo, qui a fait un bon score, finalement a terminé avec un siège, parce qu'au plus fort reste, ça va la désavantager. Alors qu'il y a un qui a quitté le MPP, qui est allé au RPI, qui a aussi tiré les voix du MPP. Dans le Sanematenga, le MPP avait la possibilité d'avoir les 2 sièges. Dans le Bulkende, le MPP n'a pas eu légalement les 2 sièges, n'a pas eu 3 sièges, parce qu'il y a un parti qui est né, CPSG3, de l'ancien maire de Koudougou, Jérôme Zoma. Mais il n'y a pas que ça. Le RPI aussi, il y a des villages où le RPI, dans le Bulkende, a ramassé, a pratiquement fait une rade de barré. Et donc, ça a tiré également les voix du MPP en bas. Il y a eu des localités où ni le MPP ni le RPI n'a engrangé, alors que si les deux s'accordaient, au moins un siège, c'était également prenable.
Et même dans le Kadiogo, il y a quand même eu des dispersions. Mais malgré tout, je crois que le MPP au Kadiogo, c'est 4 députés. Oui, 4 députés. Et s'il n'y avait pas eu également l'action du RPI, le MPP aurait pu mieux faire, même au niveau du, comme on appelle ça, du Kadiogo. Et même également sur la liste nationale. Et on peut dire que les partis... Ça, c'est déjà le MPP. À l'UPC, je ne parle même pas de l'UPC. Vous voyez que les 13 qui sont partis, il n'y a que 3 qui sont entrés. Parce que le MBF a 4 députés. Le président n'était pas UPC au départ. Donc, lui n'était pas UPC. Il n'y a que les 3. Donc, Simboro, le député maire de Houndé et celui de Orodara, qui sont MBF et qui sont UPC au départ. Donc, c'est 3. Tous les autres, sur les 13, ont échoué. C'est la preuve que ce n'étaient pas les personnes qui ont été votées, mais c'est le parti. Et donc aujourd'hui, ils n'ont pas pu rentrer. L'UPC a perdu du terrain. Et là où ils ont perdu et l'UPC a perdu, quand on met les voix, c'est soit un siège, c'est soit même 2 sièges. L'UPC en a souffert. Le CDP, c'est pareil. Vous regardez au CDP, 20 députés. Ceux qui sont allés avec le lot de Agir Ensemble, ils ont pu avoir un siège. Ceux qui sont allés avec le parti, le CNP de Daniel Sawargo et de Zambéné Théodore également, ont eu des voix. Donc le CDP également allait faire mieux en termes de score que les 20. Peut-être que le CDP pouvait taper les 30 s'il n'y avait pas eu Agir Ensemble, où des gens sont allés se coaliser avec Kadri Désiré Ouedraogo. Et s'il restait, rien ne prouve que le CDP ne pouvait pas taper 30 députés. Et sans oublier Mamadi Lamine Kouana qui a battu campagne pour le MPP. Et les derniers coups qui ont été portés à l'UPC par la bande de Nathanaël, du Pouinaba et des autres démissionnaires qui étaient également inscrits d'ailleurs sur la liste électorale en tant que qui étaient sur la liste en tant que candidats aux législatives, certains sur la liste nationale, d'autres dans le Kadiogo, mais qui ont démissionné. Il y a un vide. Donc ça jouait, les guéguerres au niveau des partis ont joué sur le résultat d'ensemble, j'ai dit en dehors du NTD. D'accord, alors nous allons évoluer dans cet échange-là avec une autre rubrique. C'est vrai que la classe politique dans son ensemble a été porteuse d'un combat, celui de la réconciliation nationale. C'est vrai que la discussion se situe au niveau du mode opératoire. Comment aller à cette réconciliation nationale? Comment faire en sorte que les Burkinabés puissent parler d'une même et seule voix? Ça a été en tout cas un débat durant l'année 2020. Alors M. Traoré, comment vous avez, je dirais, perçu ce débat-là? Est-ce qu'il y avait un débat de fond ou comme certains, c'est juste des calculs politiques? Je pense que pour certains, et qu'on se dise la vérité, c'était juste des calculs politiques. Voilà. Il fallait, pour d'autres, par exemple pour le CDP, je pense que toutes les réconciliations nationales se résumaient autour du retour du président Blaise Compaoré. Or, quand vous prenez, vous écoutez le discours du président Roch-Marc Christian Kaboré, lui, il dit que pour aller à la réconciliation nationale, il faut d'abord qu'il y ait de la vérité. Ensuite, il faut qu'il y ait la justice. Et enfin, qu'on puisse s'asseoir sur une même table pour discuter. Okay. Voilà ce que le président Roch a proposé en termes de réconciliation nationale. Voilà. Donc, pour le CDP et d'autres partis politiques, bon, leur réconciliation nationale se résumait autour de l'individu, Blaise Compaoré, le retour de Blaise Compaoré. Voilà. Moi, je pense qu'il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Et comme dans le discours du président, il a eu à signifier que la réconciliation nationale, le processus de la réconciliation nationale sera enclenché dans les mois à venir de l'année 2021. Ça veut dire que, et il a dit que cette réconciliation nationale va prendre en compte tout ce qu'il y a eu comme crime, que ce soit économique, crime de sang, des années 1960 à nos jours. Voilà. Donc, c'est à l'issue de cela, lorsque la justice sera rendue, maintenant on va appeler, peut-être qu'il y a d'autres qui pourraient gracier, ils vont s'asseoir sur la même table pour dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour le bien-être du Burkina Faso. Alors, vous parlez de grâce, parlant toujours de cette réconciliation.
Est-ce qu'il y a d'autres qui se limitent au retour de Blaise Compaoré, d'autres se limitent également au retour de Yacouba Isaac Zida? Est-ce qu'il faut aller encore au-delà, repartir en arrière pour parler de réconciliation au Burkina Faso? Oui, c'est ce que je disais précédemment. Et la réconciliation nationale aujourd'hui ne se limite pas seulement au retour de Blaise Compaoré et au retour de Isaac Zida. Voilà, il faut que les gens comprennent que cette réconciliation-là, ça va au-delà de ça. Voilà. Il y a eu des familles qui ont été endeuillées avant. Ces gens-là, qu'est-ce que tu peux leur dire en face? Il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui s'est passé. Ils veulent connaître ce qui s'est passé au niveau de leur famille. Ils ont perdu des gens, il y a des gens qu'on a attrapés, on a tués, il y a des gens qu'on a assassinés. Bon, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, si on leur dit, voilà, c'est ce qui s'est passé, voici les coupables, ils peuvent les pardonner. Madame voilà. Bouma, on parle de réconciliation toujours, cette forme de réconciliation de justice traditionnelle ou de justice classique. Si aujourd'hui le président Macky Sall Kaboré a dit qu'il faut qu'il y ait justice, si en 2021 il doit y avoir réconciliation nationale, est-ce qu'il faut attendre que la justice tranche sur tous les dossiers de crimes de sang qu'il y a eu au Burkina Faso? Non, ce qu'il y a, c'est le mécanisme pour arriver à la vérité et à la réconciliation. Parce qu'on peut arriver à la justice et à la vérité, à la réconciliation sans passer par la justice classique telle que rendue. Parce que ce soit transitionnel ou toute autre forme, on pourra organiser en fonction de ce que la société entend vouloir, pour que les gens puissent venir faire la confession de ce qu'ils ont pu faire en présence des victimes ou des parents des victimes, que de bourreau ait le courage de venir dire un certain nombre de choses pour qu'on puisse trouver une formule. En ce moment, on a la vérité que X ou Y gît dans une tombe, mais dans telle localité. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est des faits. Que de dire qu'en son temps, c'est X qui avait commandité, mais les exécutants étaient au nombre de temps et sont X et Y. Ça, c'est la vérité. Mais maintenant, par rapport au niveau de crimes commis, comment est-ce qu'on va régler ça par rapport aux peines ou aux remises de peines? Donc tout dépend de quel contenu les Burkinabés veulent mettre dans le schéma pour la manifestation de la vérité, dans le schéma pour que justice soit rendue, maintenant dans le schéma pour que les uns et les autres puissent effectivement se réconcilier. Donc là, c'est effectivement un travail de fond et c'est un travail de concertation effectivement à faire. Sinon, si nous allons rester dans le prisme de la justice classique, je vous dis, nous n'allons pas du tout évoluer. Parce que la justice va toujours dire, elle suit son cours. La justice va toujours dire, le temps de la justice, ce n'est pas le temps des hommes. La justice va toujours dire, il n'y a pas de preuve matérielle. Rien ne prouve que c'est toi. Rien ne prouve que c'est ceci. Et on trouvera des avocats excellents, à l'interne comme à l'extérieur, pour venir orchestrer toute forme d'activisme et toute forme de manipulation pour qu'à un moment donné, un certain nombre de vérités puissent effectivement nous échapper. On a vu le procès du putsch, avec tout ce qui a été donné de voir. Je fais partie de ceux qui ont vu, qui ont des témoins, qui ont vu des témoins dire des choses, même enregistrées, mais au procès qui disent qu'ils n'ont jamais dit ça. Moi, je suis assis, je regarde certains, je souris. Mais on dit d'apporter une preuve matérielle, il n'y en a pas. Mais la personne a fait. Il y a des témoins à Ouagadougou. Mais devant la justice, on ne parle pas de ça. Donc cette justice classique a des limites pour une affaire de réconciliation nationale. Qu'est-ce qu'on veut? Parce que c'est la grosse question qu'il faut poser au Burkinabé. Qu'est-ce que nous voulons? Et le président l'a dit, qu'il ne s'agit pas de régler des problèmes de façon conjoncturelle. Faire en sorte que X ou Y se réconcilient, la famille Sankara et Compaoré se parlent et puis passer à autre chose, mais c'est aussi de profiter pour jeter les bases d'un autre Burkina, de vivre ensemble où effectivement on se parle. Merci beaucoup Bernard Bouma, c'est un grand défi pour le Burkina Faso. Parlons aussi d'un autre défi, alors c'est celui de la sécurité. Le Burkina Faso depuis 2015 est éprouvé par les attaques terroristes. 2020 n'a pas dérogé à la règle, le Burkina Faso a été endeuillé justement par ces différentes attaques-là. Nous allons suivre cet élément qui résume un peu ce qu'on a eu en termes d'attaques, mais aussi ce qui a été proposé en face par les FDS en termes de riposte. C'est dans cet élément signé Fatim Ninkema et Maxime Jean-Eudes Bambara. Alors que les Burkinabés se souhaitaient encore les villes meilleures,
les forces du mal mettaient en place leur plan macabre. C'est ainsi que le 4 janvier 2020, un engin explosif emportait avec lui 14 personnes dont des élèves. C'était l'une des premières de l'année 2020. Après cette embuscade, s'en est suivi plusieurs autres contre les forces de défense et de sécurité, mais aussi contre les populations civiles. Parmi ces attaques, l'on se souvient encore de celle du 20 janvier qui a fait 39 victimes, dont 36 personnes décédées et 3 blessées dans des villages de la province du San Matenga, dans le nord du pays. Alors, un deuil national de 48 heures fut donc décrété par le président du Faso. L'attaque contre le village de Silgadji, dans le Soum, perpétrée le 25 janvier 2020, a fait elle aussi 39 morts. Un bilan dressé par le gouvernement dans un communiqué. Dans la nuit du 17 au 18 février 2020, l'attaque du détachement de Kelbo faisait 3 morts du côté des FDS. 11 jours après, 10 policiers perdaient la vie dans l'attaque du commissariat de Seba dans la région du Sahel. Le passage d'un véhicule de l'armée sur un engin explosif le 3 mars faisait 3 morts et 4 blessés sur l'axe Ban-Kumbori. Quelques semaines plus tard, les forces armées nationales perdaient 3 gendarmes sur la piste rurale Gumboro-Garkere dans la province du Sourou. Un engin explosif improvisé qui faisait aussi 4 blessés dans les rangs de l'armée. Le mois d'avril 2020 n'a pas été de tout repos pour les FDS. Selon l'agence d'information du Burkina, une patrouille du détachement militaire de l'armée burkinabé, basée à Bourzanga, a été l'objet d'une embuscade le 4 avril 2020 par des hommes armés. Selon les informations recoupées par l'AIB, l'attaque a eu lieu entre le village de Kieka et Nafo. Le bilan a fait état de 3 militaires tués, un volontaire blessé et 2 autres militaires portés disparus. Une autre attaque a emporté 5 militaires du détachement militaire de Solé dans le Lorum quelques jours plus tard. 4 ont été portés disparus et 3 blessés. Le samedi 30 mai, aux environs de 12 heures, des individus armés sur des motos ont débarqué dans le marché de bétail de Kompiembiga. Plusieurs personnes, dont des marchands et des acheteurs d'animaux, ont été tuées ce jour. Certains l'évaluent à plus de 20 morts. D'autres avancent des chiffres bien plus supérieurs. Le président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano, a failli lui aussi perdre la vie le 12 juillet sur l'axe Diapaga-Kanchari. Il s'agissait d'une attaque aux engins explosifs improvisés suivis de tirs. Fort heureusement, le bilan fait état de 3 militaires légèrement blessés et le véhicule du président du CSC entièrement endommagé. L'on se souvient également du décès du maire de la commune rurale de Pensa, El Hadji Souleymane Zabré, le même mois. Le 10 septembre, une embuscade contre une unité d'intervention en mission de reconnaissance dans la zone de Mentao, province du Soum, a fait 4 soldats tués et 1 blessé. 2 jours plus tard, une autre unité en mission offensive au centre-nord a été prise à partie. Bilan: 1 gendarme tué et 3 blessés. Une vingtaine de victimes et blessés ont été enregistrés le 14 octobre dans des attaques contre des civils dans les villages et marchés de la commune de Gorgadji, province du Séno. La dernière, dont l'on se souvient toujours, est celle qui a été orchestrée pendant la campagne électorale. Une attaque qui a coûté la vie à 14 soldats burkinabés. Alors, plusieurs candidats à la présidentielle avaient suspendu leur campagne pour saluer la mémoire des hommes tombés sur le champ d'honneur. L'on se souvient aussi du meurtre du grand imam de Djibo qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. À côté de ce bilan macabre, les forces armées nationales dans leurs différentes positions ont enregistré des victoires en neutralisant plusieurs terroristes. Parmi ces victoires, on peut citer la neutralisation de 9 terroristes à Tanwalbougou dans la région de l'Est par la gendarmerie. Le 1er avril 2020, le détachement militaire de Touini, dans une riposte, a mis hors d'état de nuit une quinzaine de terroristes. Une base terroriste démantelée à Tongmayel dans la province du Soum a permis de neutraliser 2 terroristes. Des engins explosifs improvisés et divers matériels ont également été récupérés. Une action menée le 11 septembre. Comme ces victoires, l'armée burkinabé en a enregistré plusieurs tout au long de l'année 2020. Sur le plan social, les messages de vivre ensemble semblent avoir fait des effets. Le pays a enregistré moins de conflits communautaires au cours de cette année 2020 comparativement à 2019,
même s'il n'en manque pas. L'affaire Tanwalbougou a aussi fait beaucoup de bruit dans la région de l'Est. Dans cette affaire, 11 présumés terroristes ont perdu la vie à la gendarmerie de Tanwalbougou dans des circonstances non encore élucidées. Le moins que l'on puisse dire est que l'année 2020 n'a pas fait cadeau aux forces armées nationales. Le Burkina Faso a perdu des hommes dans les rangs de l'armée, mais aussi des populations civiles. Au cours de cette année 2020, plus de 200 personnes civiles et militaires ont perdu la vie au Burkina Faso du fait du terrorisme. Et pour parler de cette question sécuritaire, nous avons encore sur ce plateau Bernard Bouma, il est chef du desk politique de Truth TV de Watt FM. Nous avons également Massoud Traoré, politologue. Comme on l'a écouté dans l'élément proposé par Fatimata Ninkiema et Maxime Jean-Hugues Bambara, il y a eu des pertes au sein des forces armées nationales, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a enregistré beaucoup de victoires. Alors pour certains, il faut beaucoup regarder le verre à moitié plein. Bernard Bouma, est-ce qu'on peut tirer la conclusion que les forces armées burkinabées commencent à s'adapter à la menace? Là, il s'appelle le dire. Il faut reconnaître que les choses ont changé. Parce que le moment où nos forces fuyaient et que les terroristes venaient prendre sans coup férir les bases militaires, les armes, et où il n'y avait pas d'anticipation pour déjouer des attaques, ce temps est en train d'être révolu. Parce qu'il y a aujourd'hui des attaques même qui sont déjouées. Il y a eu des attaques surprises des bases terroristes par les forces burkinabées qui sont également arrivées à infliger de lourdes pertes et, comme on appelle ça, aux forces ennemies. Donc là, de ce point de vue, il faut reconnaître qu'effectivement, il y a une avancée, et pour ne pas dire une inversion de la tendance. Donc il y a un travail de terrain qui a été fait, il y a une prise de conscience même au niveau des forces armées que vous fuyez ou que vous restez sur place, à un moment donné il va falloir affronter. Au niveau de la population, la peur bleue qui régnait a aussi évolué. Les Burkinabés ont appris à vivre avec le terrorisme, ont commencé à être beaucoup plus vigilants par rapport à un certain nombre de choses et collaborent également un peu plus facilement par l'action des VDP qui ont permis que certains verrous qui étaient presque en train d'être sautés comme Barsalgo dans le San Matenga puissent être effectivement gardés. Donc, de ce point de vue, il y a quand même une amélioration sur le plan sécuritaire, que ce soit en termes d'entraînement, en termes de morale de la troupe, en termes de matériel militaire, mais aussi en termes d'amélioration des performances et de renseignements sur le terrain. Ce qui n'était pas évident pendant les premières heures où notre renseignement avait pris un coup compte tenu des soubresauts que le renseignement aussi a connu à l'issue de l'insurrection, de la transition, du coup d'État de 2015 et de l'arrivée en place de nouvelles autorités qui, à un moment donné, ont trouvé un service de renseignement difficile parce que les hommes également se sont dispersés à un moment donné à cause des soubresauts politiques. Alors, quand on constate le résultat, le bilan final en cette année 2020, comparativement à l'année 2019, Massoud, on se dit quand même que les FDS du Burkina Faso ont fait un grand effort parce que, on se rappelle, aux premières heures de l'année 2019, il y a eu l'attaque, des attaques qui ont causé la perte de beaucoup de civils. En 2020, quand même, ça a diminué. Oui, on ne peut que dire bravo au FDS, bravo aux volontaires pour la défense de la patrie qui ont fait un travail très très remarquable. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est-à-dire que ce n'est plus les FDS qui fuient, c'est les terroristes maintenant qui fuient. Donc ça, c'est un travail de fond qui a été fait. Mais ce travail de fond est le résultat du changement aussi des hommes au niveau de la tête de l'armée. Je fais allusion au général Moïse, vraiment qui, depuis qu'il est arrivé, on a vu en lui un homme déterminé, engagé. À ses côtés, il y a le général Bationo, Gilles Bationo, et
et d'autres vraiment qui sont en train de faire un travail remarquable sur le terrain. Mais est-ce qu'on peut dire que la police de proximité qu'est le VDP a énormément contribué? Oui, effectivement, parce que eux, ils sont au niveau de la population. Donc, ils ont ce qu'on appelle le renseignement fiable. Donc, du coup, ils vont renseigner aussi les FDS qui sont venus en secours, et donc le travail sera fait. Voilà. Donc, il faut dire que côté renseignement, on a gagné, mais beaucoup reste à faire. Et aussi côté ressources humaines, ça aussi c'est un pas en avant. Donc vraiment c'est un travail formidable qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Bernard Boukma, c'est vrai, on n'a pas enregistré beaucoup de pertes contrairement à l'année 2019, mais il y a une bonne partie du territoire burkinabé qui a été perdue en 2020. En tout cas, il y a des déplacés, effectivement, des déplacés internes, des écoles qui ont fermé, des centres de santé qui ont fermé, une administration qui n'existe pratiquement pas dans plusieurs localités. Donc un État qui se bat pour non seulement stabiliser, faire le retour de ceux qui sont des déplacés internes, mais effectivement pouvoir se rétablir dans les localités où l'administration effectivement a disparu. Donc aujourd'hui, sur le plan sécurité de la lutte contre le terrorisme, il y a deux défis majeurs. Réussir le retour des déplacés internes et le retour effectif de l'administration. Ce sont des défis énormes qui se dressent devant nous pour le mandat à venir, les 5 ans du président Roch-Marc Christian Kabore. Alors Bernard Boukma, je reste avec vous, notamment sur le domaine communicationnel. Quand on parle de stratégie, quand on parle de combat, c'est pas tout qui se dévoile sur la place publique, mais à ce niveau, on se rend compte que la grande muette s'améliore. Aujourd'hui, il y a un point hebdomadaire qui est fait sur les actions de FDS sur le terrain. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est pas des choses à mentionner? Oui, l'armée a amélioré son dispositif de communication avec de la publication régulière et périodique, donc hebdomadaire, donc le point dont vous faites cas, mais aussi en acceptant que certains médias qui en font la demande et quand c'est bien organisé, puissent aller sur les théâtres des opérations pour regarder de près comment est-ce que les choses se passent. Donc ça, c'est une grande amélioration et qui a animé également parfois des conférences de presse ou qui a accepté que certains éléments des forces de défense et de sécurité partent à des conférences de haut niveau pour parler un tant soit peu de comment est-ce que les choses se passent face à un public qui est venu écouter. Donc, il y a une amélioration effectivement de cette image de l'armée. Donc là aussi, les choses sont plus ou moins améliorées par rapport aux années antérieures. Donc là, il faut remarquer également que c'est un bon point par rapport à la communication de l'armée, qui refuse également et qui a fait la traque de la publication des photos des terroristes fraîchement abattus ou également de nos forces tombées. Parce que d'ailleurs, ceux qui livraient ces photos aux médias, ce sont des gens également issus des rangs de l'armée. Parce que quand il y a eu une attaque dans une zone, aucun journaliste ne peut y accéder, aucun citoyen ordinaire ne peut y accéder parce qu'il y a des cordons de sécurité qui sont dressés. Et ce sont les mêmes qui prennent les images pour rendre compte à leurs supérieurs, mais qui les glissaient aux hommes de médias. Et là, ils ont pu maîtriser. Et cela aussi a contribué à améliorer le traitement de l'information au niveau des médias par rapport à la publication de ces choses-là. Et le code pénal étant devenu très corsé, si les médias s'amusent, ils seront même épinglés par rapport à une telle situation. Donc de ce point de vue, ça contribue également à améliorer, parce que les Burkinabés aussi ont compris à travers cette communication de l'armée que nous, Burkinabés, il y a des moments où nous constituons des vecteurs de propagande pour leaders terroristes sans le savoir et de façon inconsciente. Et à partir de cette prise de conscience, la publication de ces images hideeuses ou de nos forces qui sont tombées est en train, a pratiquement disparu de nos jours. Donc il y a aussi cette offre qualitative là qu'il faut reconnaître et saluer. Alors pour ce dernier point de la sécurité, nous allons évoquer un volet, la question internationale. C'est vrai qu'à l'interne, il y a un travail qui se fait. Nous avons parlé de la stratégie qui a évolué au sein des forces de défense et de sécurité. On passe maintenant à l'offensive. On se rappelle encore que dans la lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso a des partenaires. Et la rencontre de Pau a soulevé beaucoup de débats autour de tout cela, justement pour que dans chaque État en proie au terrorisme, on puisse se déterminer et pouvoir aussi canaliser l'opinion
public par rapport aux sorties. Voilà un peu le débat qui a été mené en 2020 concernant cette question-là. Votre regard là-dessus? Oui, pour la rencontre à Pau avec les chefs d'État, moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention du chef de l'État du Burkina, qui a dit ouvertement qu'il faudrait que l'Europe arrête de financer et d'armer les terroristes. Mais quand il a dit ça, je dis attention, monsieur le président. C'est une sortie courageuse. C'est une sortie courageuse, il faut le dire. C'est une sortie courageuse. Et ensuite, il a eu à dire que il faudrait que on nous laisse, nous-mêmes qui connaissons le terrain, faire le travail. Ils peuvent nous appuyer en matière de renseignement, en matière de logistique sophistiquée. Voilà. Mais depuis lors, les choses ont changé. Les choses ont changé. Et il y a aussi le jeu 5 Sahel, voilà, où vraiment ce mécanisme qui a été mis en place, mais qui, par manque de moyens, ne fonctionne pas assez. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui sont obligés, ce qui est un peu dommage, c'est les mêmes qui sont obligés d'aller en Europe pour demander des financements. Voilà, là aussi ça pose problème. D'accord. Donc il faut résoudre cette question-là. On a vu ce sommet de Paula Bernard-Bougma où plusieurs chefs d'État, d'abord Emmanuel Macron, le président français, qui a demandé aux chefs d'État du G5 Sahel de clarifier leur position. Ils sont partis également en Afrique au sein de plusieurs États. Il y a eu des conférences de presse, il y a eu le sommet même de Pau au Burkina Faso avec plusieurs organisations de la société civile. Est-ce que pour vous, cette rencontre de Pau en France a apporté quelque chose au G5 Sahel? Oui, présenté au départ comme un sommet de l'humiliation, parce que monsieur informe en direct des médias internationaux qu'il a convoqué nos chefs d'État de venir lui dire si la France doit contribuer, doit continuer ou pas de soutenir ces États. Et il parle également d'un sentiment anti-français dont jusqu'à présent on se demande où est-ce qu'il est allé chercher cet argument. Quand on sait également qu'au niveau de ces pays, il y avait des arguments qui tendaient à dire que la France joue un double jeu et n'attendait pas de voir clair. Pendant l'attaque au niveau du Burkina Faso, où il y a eu plus de 80 terroristes qui ont été tués, on se rappelle de l'article publié par le bimensuel L'Événement qui dit que la force aérienne française avait refusé de tirer. Pourtant, elle était là avec l'hélico, mais elle n'a pas tiré. Et ce sont les forces burkinabées qui ont fait le travail, mais elle était là, elle dit qu'elle n'a pas reçu l'ordre de tirer. Bon, c'était très compliqué tout ça. Donc, il y avait des citoyens également de ces pays qui demandaient à voir clair. Donc, ça a aussi permis au chef de l'État de pouvoir le dire. Si vous allez rester, il faut également qu'on puisse se parler et que ce soit effectif. Et donc, le sommet de Pau aussi a permis à la France non seulement de dire qu'elle augmente le nombre de ses effectifs, l'appui dans l'encadrement et dans l'appui au niveau du matériel, oui. Et à partir du sommet de ce fameux sommet de Pau, il y a quand même eu également l'attitude a quand même changé. Les griefs qui ont été formulés contre l'armée française ont quand même diminué. Donc, les reproches qui ont été parfois sortis pour épingler la France a aussi été diminué. Parce que la France aussi a compris que ce sont des populations aussi qui ne sont plus prêtes à se laisser faire. Et pour peu qu'elle ait la preuve que la France y est pour quelque chose, ça n'allait pas marcher. Et ceux également qui ont accusé la France, ce ne sont pas seulement des Africains. Il y a eu l'ambassadeur français, M. Rouillet, qui était en poste au Mali, qui avait dit que l'opération Serval n'avait pas demandé à la France un appui au sol. Ce qui a été demandé, c'était un appui aérien. C'est la France de François Hollande qui avait renvoyé l'écrit qui a dit d'intégrer également une opération au sol. L'ambassadeur français Rouillet s'était opposé. Quelque temps après l'opération Serval, il a été rappelé en France. C'est un Français qui le dit. Après lui, il y a un autre ancien ambassadeur français qui écrit pour dire que l'opération Serval, la façon dont l'opération a été menée, était une erreur. Parce qu'il dit que c'est vrai qu'ils ont tapé les groupes terroristes, les groupes armés, mais n'ont pas pu permettre que l'armée malienne rentre à Kidal. Et c'est après le sommet de Pau que l'armée malienne a pu mettre les pieds à Kidal. Elle n'y allait pas.
c'est un sanctuaire terroriste et puis les Français y étaient. Non, ça permet également d'arrondir les angles, même si de façon souterraine, les uns et les autres se sont rougis les yeux, les meubles ont été sauvés en apparence. Mais ça permet quand même de clarifier les positions des uns et des autres. L'actualité au Burkina Faso, c'est également au niveau de l'éducation. On va dire merci à Massoud Traoré pour sa participation sur ce plateau. Merci. On va vous accompagner avec cet élément que nous propose Mohamed Rena Kamambou et Alice Ouedraogo. Débuté dans un contexte d'insécurité généralisée, l'année scolaire 2019-2020 a été marquée par une crise sécuritaire sans précédent. Le secteur de l'éducation a enregistré de nombreuses pertes en vie humaine, des menaces envers des enseignants et élèves, des destructions d'infrastructures et d'équipements éducatifs et de pillage de vivres dans des cantines scolaires. 2512 écoles ont été fermées dans le nord du pays à cause de l'insécurité. Près de 350 000 enfants sont privés de leur droit à l'éducation, selon l'UNICEF. Plus de 11 000 enseignants sont touchés par cette même crise. Une année également marquée par des mouvements d'humeur de partenaires sociaux ayant pour conséquence des interruptions récurrentes des activités pédagogiques. En plus de la crise sécuritaire, l'année scolaire 2019-2020 a été aussi marquée par une crise sanitaire, notamment avec la confirmation au Burkina Faso des premiers cas de la maladie à coronavirus le 9 mars 2020. Le gouvernement décide de la fermeture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, post-primaire, secondaire, professionnel et universitaire, et ce sur l'étendue du territoire national. Au départ, cette fermeture était initialement prévue pour durer 2 semaines, soit du lundi 16 mars au mardi 31 mars 2020. Mais suite à l'évolution de cette pandémie, les écoles sont restées fermées et la réouverture a été reportée au 28 avril 2020. Une échéance qui sera une fois de plus repoussée. C'est finalement le 27 mai que le Conseil des ministres annonce la réouverture partielle des établissements sur le territoire à compter du 1er juin 2020. Cette rentrée ne concerne que les élèves en classe d'examen. Pour donc remédier à tous ces problèmes qui ont eu des effets sur le niveau de l'éducation au Burkina Faso et assurer le succès des élèves, le gouvernement burkinabé a entrepris un certain nombre de solutions. Des cours à distance ont été conçus pour assurer la continuité de l'éducation avant le retour de la situation à la normale. Il sera également développé des stratégies pour rendre des cours accessibles gratuitement à des milliers d'élèves depuis leur domicile. Des solutions qui ont permis d'atteindre les résultats suivants. Pour ce qui concerne le certificat d'études primaires CEP, la région du centre vient en tête avec un taux de succès de 64,70%, tandis que la région des Cascades ferme la marche avec 35,53% de taux de réussite. Concernant le brevet d'études premier cycle BEPC, la région du centre et celle du plateau central sont premiers ex-aequo avec un taux de succès de 29,53%. La région du centre nord est en dernière position avec 22,42%. Au baccalauréat, les régions du centre nord et du Sahel ont réalisé de meilleurs résultats avec des taux de succès respectifs de 43,16% et de 43,16%. La région du centre enregistre 38,43% et la région de l'Est est la moins performante avec 33,19% d'admis. Au-delà de ces nouvelles, 2020 a été aussi une année fructueuse. Des acquis majeurs dans le secteur de l'éducation nationale ont été engrangés. Dans le domaine de l'accès à l'éducation, on note une amélioration de différents indicateurs, conséquence de l'augmentation des capacités d'accueil à travers la programmation soutenue et la réalisation d'infrastructures éducatives à tous les niveaux. Le taux de préscolarisation est passé de 2,9% à 5,2% entre 2015 à 2016 et 2018 à 2019. Au niveau du primaire, l'année a été marquée par la construction effective de nouvelles salles de classe, aussi bien pour l'augmentation de l'offre éducative, la normalisation des écoles incomplètes que pour la résorption des paillotes. On dénombre 556 salles de classe en cours de construction au titre de l'année 2020. L'accroissement du nombre de salles de classe a fait passer le nombre d'établissements fonctionnels du public et du privé de 14 655 à 15 345, soit un accroissement de 4,71%.
Au poste primaire, l'offre éducative a connu une amélioration assez remarquable. En effet, sur l'ensemble du territoire national, il a été construit 529 collèges d'enseignement général dans des différentes communes afin de faire face au flux d'élèves achevant le cycle primaire. Les effectifs ont connu une hausse avec 1 048 290 élèves scolarisés. Pour le compte du secondaire, il faut noter la réalisation de 69 nouveaux lycées d'enseignement général. Et enfin de dynamiser davantage le système éducatif et rompre avec caractère assez généraliste. C'est ainsi que la construction des lycées scientifiques a été initiée. Au total, ce sont 8 lycées scientifiques dont 2 à dimension nationale qui ont été réalisés. Il a eu aussi des avancées dans le cadre de l'effacement des écoles sous Payotte. Sur l'ensemble du territoire national, on note un taux de 73,28%. Au titre de bourse scolaire, de 2017 au 30 juin 2020, au total, 25 417 élèves ont bénéficié de bourses scolaires. L'événement marquant l'année académique a été aussi l'inauguration de l'université Thomas Sankara le 15 octobre 2020. Bâti sur une superficie de 1800 hectares, ce temple du savoir est composé d'amphithéâtres et salles de classe de 13 000 places assises, de bureaux, d'un plateau omnisportif qui fait la satisfaction et la fierté des étudiants. Cette année a également connu des innovations majeures, notamment les inscriptions opérées sur la nouvelle plateforme d'inscription en ligne. Un nouveau système simple d'utilisation sur les ordinateurs, les smartphones et les tablettes qui guident le candidat à chaque étape du processus d'inscription. Pour les concours professionnels, de salles équipées d'ordinateurs, de la connexion Internet haut débit ont permis aux candidats au concours professionnel de composer en ligne le 29 août dernier et ce jusqu'au 15 septembre 2020 à Ouagadougou. En dépit des inquiétudes et du scepticisme de départ, les épreuves écrites se sont déroulées sans couac majeur. Pour cette même année scolaire 2019-2020, 315 établissements du primaire et du post-primaire ont été fermés. La mesure concerne les établissements situés en face d'un marché, d'un débit de boissons, d'un cimetière, d'une zone marécageuse présentant des conditions sanitaires graves ou qui sont insalubres. Pour la suite de cette rétrospective à 2020, nous avons un nouvel invité qui nous rejoint. Il s'agit de Pierre Ndo. Vous êtes secrétaire général adjoint de la FSINTER, Fédération des syndicats des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors déjà, première question, nous avons suivi un élément qui revient un peu sur ce qui a été fait dans le domaine éducatif, qui est actuellement en proie à une crise sanitaire, également à la question sécuritaire. Déjà, quand on regarde l'élément des actions ont été prises, des innovations ont été apportées par le ministère pour faire face justement au Covid-19 déjà. Alors, comment vous, à votre niveau, vous jugez cette gestion du Covid-19, en tout cas dans le secteur éducatif? Merci de me donner la parole. Sur la question de l'éducation, je crois que nos structures syndicales, et particulièrement nos structures syndicales, a attiré l'attention donc du ministre sur un certain nombre de décisions qui sont prises et qui ne sont pas des décisions porteuses. Qui ne sont pas adaptées à la situation. Adaptées à la situation. Okay. Parce que vous avez vu, tout le monde a constaté comment est-ce qu'on a fait passer les élèves sous prétexte donc de Covid. Alors, son temps, nous avons dit que c'était une mauvaise pratique, parce qu'elle risque de s'installer et de créer un problème durable pour le système éducatif. On a voulu sauver l'année, mais on n'a pas voulu sauver l'école. On n'a pas voulu sauver le système éducatif. Ce que nous avons Qu'est-ce qu'il faut comprendre par nous avons dit que c'est vrai qu'il y a la maladie, mais c'était bien de faire revenir les élèves en classe pour qu'ils aient la formation nécessaire avant d'aller en classe supérieure. Malheureusement, donc, les classes intermédiaires ont été ramenées en classe supérieure sans le minimum de niveau. Et aujourd'hui, cette année, on constate les dégâts que cela a produit. Donc, on a eu une année scolaire au rabais. Absolument, au rabais. Absolument.
pour les examens également, mais quand on regarde pour les examens, les terminales, les troisièmes, quand nous avons mené notre enquête, nous nous sommes rendus compte que ceux qui ont eu, 65% de ceux qui ont été admis aux examens, en réalité sont les redoublants de l'année passée. Vous parlez de garder les élèves en classe. Est-ce qu'il faut, ceux qui sont CP1 ou CP2 jusqu'en terminale, il faut les garder et leur faire reprendre la même année en année supérieure? Il ne s'agissait pas de cela. Il s'agit de donner 2 à 3 mois de formation à ces élèves-là pour leur donner le minimum nécessaire en vue d'aller donc en classe supérieure. Donc on a amené des élèves en classe supérieure sans la base requise pour aller en classe supérieure. C'est ce que j'ai dit. Cette année, nous constatons justement les dégâts de ce passage en force. Et c'est un problème pour le système éducatif. Vous pouvez mener une enquête donc au niveau des établissements, vous verrez que on a du mal donc à gérer ces cas-là, qui sont en classe supérieure mais qui n'ont pas le niveau pour adapter donc à la classe dans laquelle ils sont. Alors vous peignez un tableau en noir, vous estimez que la méthode qui a été utilisée par le ministère en charge de l'éducation n'était pas adaptée, mais est-ce qu'en amont les partenaires sociaux ont apporté leur soutien? C'est facile de critiquer. Est-ce qu'à votre niveau vous avez apporté votre soutien pour qu'on puisse avoir la meilleure formule? À plusieurs reprises, nous avons donc interpellé le ministère. À plusieurs reprises, nous avons fait des recommandations, nous avons fait des propositions, mais nous n'avons pas été écoutés. On n'a même pas voulu nous écouter sur la question parce qu'on avait un programme, on voulait justement montrer à l'opinion qu'on a tout fait pour achever l'année malgré les problèmes, alors que même les pays que nous jugeons que des pays miroirs comme la France, ce sont des pays qui ont ramené à un moment donné des élèves en classe pour avoir le minimum de connaissances en vue d'aller en classe supérieure. Chez nous, on a voulu donc ne pas suivre ces genres d'exemples et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a enjambé donc des situations pour emmener les élèves en classe supérieure et finalement, donc nous sommes retrouvés dans une situation chaotique. Bernard Bougman, alors quand on écoute M. Ndo, Jean-Pierre, il estime que avec la formule qu'on a utilisée, on a plutôt sauvé l'année scolaire et pas l'école. Est-ce également votre lecture? Oui, sauver l'année scolaire et pas l'école parce que l'école c'est tout autre chose seulement qu'une année scolaire qui a en son sein des activités qu'il faut effectivement grouiller, tenir, notamment les examens et concours de fin d'année. Et donc, à un moment donné, à partir de la suspension des cours, de l'anticipation pour aller en congé du deuxième trimestre et des élèves qui n'ont plus fait cours en présentiel, bon, il fallait sauver les meubles et c'est ce qu'on a eu avec les examens. Mais l'école, c'est autre chose, c'est la vie du travailleur qui doit vivre et travailler dans des conditions décentes, qui doit également travailler dans un environnement de sécurité et pouvoir être à l'aise dans son âme et dans son corps pour pouvoir dispenser les enseignements. C'est aussi des promesses qui avaient été prises d'améliorer ce système-là qui n'ont pas été tenues, qui se font toujours attendre. Donc il y a des avancements qui n'avançaient pas. Donc il y a tout cela également qui fait partie de l'école parce que à la qualité du traitement de ces dossiers-là va dépendre également de la qualité de l'enseignement qui sera rendu. Parce que quand vous êtes en classe, vous tenez la craie et la règle, alors que vous avez le souci d'un avancement, vous avez le souci d'un dossier qui ne bouge pas au ministère, vous ne pouvez pas bien rendre. Donc tout est lié. Donc on a effectivement sauvé une année scolaire, mais aujourd'hui, voilà des élèves qui sont en train de rattraper des matières de l'année passée. Alors Bernard Bougman, c'est vrai, quand on regarde un peu la réalité dans les universités publiques, notamment le cas de l'université de Ouagadougou, avec des années académiques qui se chevauchent, est-ce qu'on pouvait prendre le risque d'avoir une année blanche ou une année invalidée? Est-ce que c'était pas également là le défi? Mais il ne faut pas limiter les choses seulement à l'université de Ouagadougou. Bon, ce qui va se passer au poste primaire aura forcément des conséquences à l'université. Oui, je suis d'accord avec vous, mais l'université de Ouagadougou, c'est pratiquement un panier à crabe. Aujourd'hui, il y a des filières, vous n'êtes pas capable de dire ils sont à la deuxième ou à la première année. Okay. Parce que le chevauchement est tel que l'étudiant prend du retard. Les nouveaux bacheliers commencent cours quand? Vont commencer leur cours quand? Les tout nouveaux bacheliers vont commencer à prendre cours quand? Les anciens. Donc il y avait déjà cette difficulté-là et le coronavirus est venu et ça n'a pas également contribué à faciliter les choses. Donc il y a un chevauchement qui est là et plus on retarde, plus également on gagne du terrain en termes de chevauchement des années. Alors qu'il faut arriver à corriger cette erreur-là. Alors aujourd'hui, la correction voulue, pour certains ça avance, pour le gouvernement ça est en bon train, ça va aller, mais bon, bref, il y a toujours cette difficulté effectivement qui est là. Donc comment on fait? Le coronavirus, je dis bien, n'a pas facilité la chose à ce niveau aussi.
Monsieur Ndo, vous parlez de la validation anarchique de l'année scolaire 2019-2020 qui ne profite pas aux enseignants et aux élèves cette année. Est-ce que pour vous, à quel niveau se situe cette responsabilité-là? Parce que vous, les partenaires sociaux également, ont participé à cette validation. Est-ce que nous avons eu le choix? Parce que nous avons posé le problème et nous avons demandé au ministre que cette question-là doit être regardée avec beaucoup plus de patience. Et pour nous, il n'y avait pas de péril à la demeure. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de risque d'année blanche. Ça, c'était clair. Nous lui avons signifié ça. Il n'y avait pas de risque d'année blanche. Prenons le temps qu'il faut, mais l'essentiel, c'est de ramener les élèves en classe pour suivre les cours normalement et passer en classe supérieure. Mais, vous avez vu que pour les classes de terminale, on a ramené les élèves en classe. Pour les classes de terminale, les troisièmes, on a ramené les élèves en classe pour 1 mois et demi. Nous avons assuré le cours parce que nous avons dit, c'est ce que nous avons demandé d'ailleurs pour les autres classes. Et nous avons dit que cela n'était pas suffisant. Il ne fallait pas simplement ramener les élèves des classes d'examen en classe, il fallait ramener tous les élèves en classe pour suivre les cours. Mais on a ramené uniquement les élèves des classes d'examen, comme si justement la maladie choisissait seulement ceux qui n'étaient pas en classe d'examen pour être contaminés et que les autres sont épargnés. C'est là justement qu'il y avait ambiguïté dans la situation. Est-ce que ce n'est pas par précaution aussi? Oui, même par précaution. On a vu, même dans le dispensement de cours, on a vu que justement les mesures n'étaient pas respectées. Aucune mesure n'était pas respectée. Nous sommes restés toujours avec les mêmes effectifs pléthoriques. Nous sommes restés avec... il n'y avait même pas de lave-mains. Il n'y avait même pas les cache-nez. Il n'y en avait même pas pratiquement. Les gens ont continué de travailler dans ces conditions difficiles avec tous les risques. Nous l'avons fait. Donc ça veut dire quoi? Qu'on pouvait prendre du recul sur la question, attendre que la maladie passe et surtout que nous avons dit clairement au ministre qu'il y avait des possibilités de rattraper l'année, donc il n'y avait pas de danger. Donc on pouvait patienter, voir l'évolution et puis discuter avec les acteurs de la santé, voir les possibilités, mais on a enjambé même les acteurs même de la santé pour aller justement vers la reprise des cours avec tous les risques possibles. Heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de contamination. Alors, dernière question, M. Ndo. Quand on regarde aujourd'hui les chiffres, c'est inquiétant. Nous atteignons des chiffres records avec des contaminations, je dirais, journalières autour de 200 cas. Finalement, est-ce qu'on n'a pas peur de retomber dans ce qu'on a connu avec l'année scolaire 2019-2020? C'est toute la contradiction que nous avons soulevée. Au début de la maladie, nous étions à peu près 20 cas lorsqu'on a fermé les classes. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 cas. Les classes sont toujours ouvertes, mais sans masque, sans protège. Au début, nous étions à 20 cas. Pourtant, en début d'année, les élèves ont été dotés en masque et en cache-nez. Cette année non. En début d'année scolaire. En début d'année scolaire, non, aucun. Même pas les enseignants. Le Premier ministre avait garanti que chaque élève aura de masque. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Mais dans la réalité, aucun n'a reçu de masque. Ni les enseignants, ni les élèves. Vous pouvez le constater. Il n'y a pas... Faites un tour dans les classes, vous allez voir même que les lave-mains sont devenus des jouets. Il n'y a plus rien, personne ne prend au sérieux. Parce que justement, en termes de communication par rapport à la maladie, il y a eu même un problème de confiance même dans le discours même du gouvernement par rapport à la question. On s'est rendu compte que peut-être c'était de l'amusement. Parce que lorsqu'on a voulu aller en grève en mars, justement, on a suspendu le cours et puis on a arrêté, dit que ouais, à cause de la maladie, mais on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était pas ça. Et là, on a vu justement la suspension des salaires des camarades. Plus de 730 professeurs qui ont vu leur salaire suspendu. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 633 qui n'ont pas encore eu leur salaire rétabli. Vous voyez, quand on travaille dans ces conditions, on ne peut pas demander à des acteurs qui ont des salaires suspendus, on ne peut pas demander à des acteurs qui n'ont pas d'avancement, qui n'ont pas de bonification d'échelon, avec justement beaucoup de problèmes à gérer, on ne peut pas demander à ces acteurs-là d'être des acteurs productifs. Et ça, nous sommes confrontés à ces difficultés-là. Alors, pour finir, est-ce qu'on peut être sûr que cette année, le niveau des élèves peut être amélioré au regard de ce qui a été constaté l'année précédente? Il faut, si on doit améliorer le niveau, il faut que le ministère commence à discuter avec les partenaires pour trouver des solutions. Parce que quand le ministère reste dans son bouquin, prend des décisions qui doivent être appliquées sans analyse réelle de la situation, il va de soi que les mesures ne soient pas bien appliquées et que les acteurs eux-mêmes appliquent les mesures justement au rabais parce qu'ils ne sont même pas convaincus même des décisions prises par le ministère. Et c'est ce qui se passe présentement. Quand vous discutez avec les acteurs, on fait ce que le ministre veut, mais au fond de nous, on n'est pas engagé. Et ça plombe encore le système éducatif. Et ça, je crois qu'il faut que le ministère ait le courage justement de discuter avec les acteurs. Ça va permettre justement de mettre tous les problèmes sur la table et de trouver des solutions. Dialoguer, encore dialoguer. En tout cas, merci M. Ndo. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de la FSINTER. Merci d'être passé sur ce plateau.